premièrement, j'ai trouvé on va dire, la situation, tout le monde sait la situation socio-économique de Mayotte. Pourquoi ils suivent certaines personnes me disent qu'ils n'ont pas le moyen financier ou le moyen de déplacement. Mais c'est surtout, j'ai découvert, à Mayotte, on a une représentation de la maladie autre qu'en métropole. Tout d'abord, j'ai découvert, malgré que je sois mahoraise, de tradition mahoraise en plus, j'ai découvert qu'on a trois mondes de représentation de la maladie. Donc, le monde naturel, le monde organique, où la maladie est soignée par l'hôpital. On a des plaies, on a des vertiges, il faut aller à l'hôpital, tout d'abord. Et on a deux restes de monde. On a le monde surnaturel, le monde spirituel, le monde invisible, où la maladie doit être soignée par l'invisible. Donc ici, la maladie est soignée par l'invisible grâce aux religieux. On s'oriente vers les religieux. Et le deuxième monde surnaturel, on a le monde de la communauté, de la société. Tout le monde a déjà entendu des djinns, de la sorcellerie à Mayotte. Donc le problème doit se régler dans cette partie-là. Mais c'est surtout durant mes expériences professionnelles, j'ai appris, et aussi sur cette formation, j'ai appris à Mayotte, on ne reconnaît pas la chronicité. La chronicité. On va à l'hôpital parce qu'on est malade, parce qu'on a des douleurs. On va à l'hôpital parce qu'on a, je ne sais pas moi, on a des vertiges. On va à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin nous donne des ordonnances ou découvre qu'on a la tension ou le diabète. Ça, c'est les Mzungu, c'est l'hôpital. Le Mzungu, c'est les Français, les Blancs, chez nous. Nous disent que c'est une maladie chronique, mais on n'entend pas ça. Ce n'est pas dans notre tradition. Donc, même si le médecin nous dit que vous avez une maladie chronique, on n'entend pas. On est là juste pour notre symptôme, pour notre douleur, pour notre vertige, par exemple. Et le médecin nous donne une ordonnance. Pour nous, l'ordonnance du médecin, l'ordonnance de 3 jours, d'une semaine ou d'un mois, mais pour nous, c'est une sorte de contrat. Le fukatre, comme on dit en shimaoré, c'est une sorte de contrat par rapport aux signes, par rapport à ma maladie. Donc, le médecin, je suis malade, je suis venue chez le médecin, devant le médecin m'a donné une ordonnance, et par rapport au traitement dans cette ordonnance, je vais prendre les médicaments, je prendrai le médicament. Et quand un mois, l'ordonnance, le traitement de cette ordonnance est terminé et j'ai toujours mon signe, alors le problème est devenu socio-culturel. Je ne suis pas malade ou je n'ai pas de douleur par rapport à l'hôpital. Je m'oriente dans les deux mondes que je viens de citer. Donc, après, on continue sur les traitements traditionnels. Mais le problème, on vient quelques semaines ou quelques mois avec des complications dramatiques, surtout avec les diabètes. Mais après, là, je parle de traitement, mais en fait, toutes les suivis chroniques, même les pansements, des fois, ils ne viennent pas. Des fois, ils disent que c'est une plaie d'une autre chose. Voilà. Mais alors, j'ai découvert un autre mot. Même les infirmiers ont du mal aussi.
surtout Aurélie. Donc, j'ai découvert ce qu'on appelle la littératie en santé. On a un problème de la littératie. Nos patients, en fait, ils ont leur compétence en littératie en santé est insuffisante. Tout le monde sait que les patientèles, la plupart des patientèles maorais, ils ne savent ni lire ni écrire. Donc, alors je vais vous dicter la définition, parce que j'ai dicté, après je vous dis mon interprétation. La littératie en santé désigne la capacité d'une personne à trouver, à comprendre, à évaluer et à assimiler les informations relatives à la santé et à sa santé de manière à pouvoir ensuite, dans sa vie quotidienne, poser des choix et prendre une décision pour maintenir ou améliorer sa santé et sa qualité de vie. Donc de là, j'ai compris que la littératie, la compétence de la littératie en santé de ces patients-là est insuffisante pour accéder aux informations fournies pour leur santé. Leur acquisition de compétences est limitée. L'autonomie, si on parle de l'autonomie, la responsabilité, pour gérer au mieux leur vie avec leur maladie. Donc, j'ai compris que leur non-observance, parce que mon sujet tourne autour de non-observance, pourquoi ils sont inobservants? Donc, leur non-observance est alors non intentionnelle. Non intentionnelle. Elle ne relève pas de leur volonté personnelle, mais de leur capacité de compréhension d'informations ou de leurs croyances, parce qu'ils ont leurs croyances aussi, on parle. Par exemple, quand j'ai interviewé les professionnels pour l'observance, je leur demandais que pensez-vous de l'observance des patients atteints de maladies chroniques ici à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit c'est très compliqué. Ils m'ont dit il y a des problèmes d'incompréhension. Ils m'ont dit il y a de déni des patients malgré la transmission des informations, mais transmission des informations, par exemple pour les soignants qui ne parlent pas la langue locale à l'aide d'interprétariat, ou pour les soignants, la plupart des infirmiers qui suivent les personnes attendent les patients par la langue locale, alors qu'ils ne comprennent pas en fait. Donc ce mot-là, c'est vraiment important, mais primordial pour prendre en charge les patientèles maorais. Et quand je suis partie, donc là, ces problèmes de non-observance, donc les dénis à côté des personnels, mais quand je suis partie questionner les patients, pourquoi alors ils continuent ou ils remplacent le traitement de l'hôpital pour le traitement, ils échangent ou ils remplacent ou ils rajoutent ou ils les associent. Pourquoi ils ne veulent pas laisser le traitement traditionnel? Ils me disent c'est pour traiter les effets indésirables des traitements médicaux. Ils me disent aussi, certains me disent, pour la prévention des maladies au cas où les traitements médicaux ne fonctionnent pas. Aussi, ils me disent traiter leurs maladies en suivant les pratiques de leurs ancêtres. Là, on est en pleine croyance, n'est-ce pas? Et ils me disent aussi pour apaiser leur esprit, en suivant bien sûr leur tradition, c'est normal. Et par rapport à mes expériences de ZIPEA, quand je suis les diabètes, surtout les diabétiques et les hypertendus, pour les gens en inobservance, des fois je suis une semaine les tensions ou les diabètes, les dextro, glycémie capillaire, ils sont vraiment, on sent qu'ils sont soucieuses de savoir si c'est normal ou pas.
Une semaine après ou deux semaines après, ils viennent. Madame, c'est bon ou pas? Je leur ai dit, mais c'est très bien. Ils me disent, Madame, je n'ai pas pris votre traitement de l'hôpital. Hein. Moi, j'ai trouvé mon traitement traditionnel de diabète. J'ai trouvé un traitement de la tension à la maison. Donc, et je leur demande, pourquoi vous venez à l'hôpital alors? Ils me disent, je viens à l'hôpital parce que quand je suis malade et vous regardez mon carnet que je ne suis pas passée, vous allez pas me prendre et vous allez me dire que mon traitement, c'est mes traitements de l'hôpital, alors ce n'est pas le traitement de l'hôpital. Vous savez pourquoi qu'est-ce que je leur réponds? Je leur réponds, mais très bien, madame. Très bien, madame. Vous maintenez, vous avez trouvé votre traitement. Mais le problème, on n'a pas appris les traitements traditionnels. Je ne suis pas capable, je n'ai pas appris. Moi, j'ai pris le traitement. J'ai appris le traitement de Mzungu, le traitement de Blanc. C'est ce que j'ai appris. Mais je ne peux pas vous dire que, parce qu'on n'a pas la posologie, les traitements traditionnels, moi je ne suis pas capable de vous dire, il faut prendre combien de cuillères, ou combien de bols, ou il faut prendre combien de jours. Donc, vous gardez votre traitement qui vous va très bien et vous écoutez votre cœur, parce que même si je leur ai dit de laisser, ils ne vont pas laisser. Donc, je leur ai dit, vous continuez, très bien, vous prenez votre traitement, mais si vous prenez une semaine, vous pouvez prendre une semaine ou 2 jours, après vous laissez. Parce que les traitements peuvent être mais vraiment très bons pour votre corps, mais des fois, ça nettoie plus que la normale. Donc, c'est ce que je leur ai dit. Donc, vous avez bien compris que l'alliance thérapeutique peut être influencée par le niveau de la littératie en santé des patients. Donc, l'hypothèse, c'est être conscient, bien sûr, de la subjectivité de la personne soignée. Donc, moi, je suis épanouie, si vous savez, je suis épanouie de mon nouveau poste, parce qu'en tant que Mahoraise, je parle ou je comprends, parce que je parle Kibushi, mais je comprends, je peux parler en shimaoré. Et je vois les patients en plus, j'ai leur alliance, mais vraiment thérapeutique, j'ai leur confiance totale. Ils sont ouverts en fait en moi et ils n'ont pas de frein à me parler et ils sont contents aussi, plus que moi je pense, ou je ne sais pas si c'est moi qui est contente, parce que je connais en fait le sens de mon travail. Donc pour ceux qui s'intéressent à la recherche par rapport à tout ce que je viens de dire, en plus vraiment de l'observance et de la faible niveau de la littératie, je choisis en fait le cadre conceptuel, la théorie de soins infirmiers, la diversité et universalité de soins culturels de Madeleine Leininger. Donc là, elle prend en compte l'environnement de la personne soignée et de son entourage dans sa société et dans sa subjectivité, bien sûr. Et j'ai pris aussi l'évaluation culturelle de Danel et Hickson. Là, en fait, ils évaluent en fait, pour bien prendre en charge justement les gens d'une autre culture. Ils évaluent en fait une manière d'évaluer la culture ou la subjectivité des patients. Ils ont 4 mots: la conscience, l'acceptation, l'attitude. L'attitude et l'adaptation, bien sûr. Donc, c'est les 4 mots, c'est les 4 besoins partagés, bien sûr, entre les patients et les personnels de santé. Et j'ai pris aussi le courant d'anthropologie interprétative d'Arthur Clément. Ce courant, en fait, j'ai appris quand même par rapport aux 3 mondes que je viens de citer au début.
Il cite aussi les 3 mondes en fait de la représentation de la maladie. Il dit il y a le secteur populaire où perçoivent en fait la maladie dans sa globalité. C'est là où le patient et sa famille identifient et évaluent la maladie pour choisir l'orientation de guérison. Il y a secteur traditionnel. Le secteur traditionnel, c'est la société. Et secteur professionnel, c'est l'hôpital. Et ce courant m'intéresse beaucoup. Donc, à part les 3 secteurs de la représentation de maladie, mais il prend en charge, en fait, la maladie du malade. En anglais, ils disent de illness. La maladie du malade, c'est la subjectivité de la personne soignée. Mais ce n'est pas la maladie du docteur, du médecin. Sinon, on s'oriente vers le paternalisme, n'est-ce pas? Voilà. Donc, par rapport à moi, en conclusion, j'ai vu donc la littératie en santé, des fois l'inobservance par rapport à la littératie en santé, l'inobservance qu'on a vue en fait des patients peut être involontaire, non intentionnel, du fait de leur croyance ou de leur situation d'illettrisme ou d'analphabétisme. Donc, pour un accompagnement optimal de ces patients-là, des patients maoris, afin d'acquérir, on appelle ça les compétences ou la compétence d'empowerment, donc là où la personne est responsable et autonome par rapport à la prise en charge de ces traitements ou des suivis en général de sa pathologie. Il faut prendre en compte les éléments, je n'ai pas marqué les éléments, donc il faut prendre en compte la croyance, la responsabilité, la présentation, oui, là-bas, la croyance, la représentation de la maladie, le faible niveau de la littératie. Ça, c'est très, très important. Le mode de vie précaire. Donc, je pense que je m'arrête là. Sinon, dans ce modèle, en fait, cette manière de faire pourrait être un moyen ou être un outil d'accompagnement des Maoris où ils se trouvent, je pense. Je vous remercie. Marahaba. Ou je ne sais pas si j'ai quelques minutes, s'il y a des gens qui ont des questions, je peux les répondre. 5 minutes. Oui. Oui. Il y a une personne qui a... Je veux voler la place de personne. Est-ce que du coup, dans l'exercice de tes fonctions, tu as pu développer des moyens pour contrer justement ce manque en littératie de la santé, des moyens que ce soit visuels ou des supports pour t'aider à faire comprendre la maladie à ta patientèle? Non, j'ai pas encore. Non, mais je m'adapte en fait à leur niveau, à leur langue pour le moment en fait, et je suis plus à l'écoute en fait. Et je fais quand même l'éducation thérapeutique et je le prends ces gens si je sens en fait qu'ils ont besoin, en fait, je prends par rapport à leur niveau et je peux leur convoquer une fois par semaine ou 2 fois, je fais comme ça pour le moment. Mais tu as bien, là tu viens de me donner une autre idée, peut-être c'est bon? Oui, alors... Oui, ça marche? Oui. Alors, c'est en fait dans le même sens que la question qui vous a été posée. Moi, ce que j'aurais souhaité, parce que
effectivement, c'est très intéressant de prendre en compte les croyances et de comprendre le comportement donc des personnes qui sont malades par rapport face au traitement qui leur est prescrit. Mais dans le cas de maladies vraiment chroniques, pour lesquelles un arrêt de traitement peut s'avérer fatal pour la personne, comment est-ce que vous faites tout en prenant en compte sa vision? J'ai bien compris les demandes, j'ai bien compris que la personne vous dit qu'elle a pris un traitement et que c'est peut-être ce traitement-là qui l'a aidé à améliorer sa santé. Mais vous, quelle est la passerelle en fait? Quelle est la passerelle au-delà de cette prise en compte, au-delà de cette compréhension? Comment est-ce que vous amenez quelqu'un qui est diabétique et qui ne doit pas arrêter son traitement au risque de se voir confronté à des problèmes très graves de santé? Quelle est la passerelle aujourd'hui que vous mettez en place pour peut-être opérer des changements, expliquer aux gens que peut-être que le traitement traditionnel est un plus, mais le traitement que lui prescrit le médecin est peut-être aussi essentiel pour qu'elle soit en bonne santé. Est-ce qu'il y a une passerelle voilà, entre les deux? D'accord, merci. La passerelle, en fait, pour moi, pour le moment, jusqu'à là, c'est la compréhension d'abord, à part la littératie en santé, la compétence de la littératie de la personne. Une personne comme ça, pour moi, c'est la compréhension de sa pathologie, la morphologie de la maladie. Qu'est-ce que la maladie fait dans son corps? J'explique, en fait, et je le suis. C'est par rapport à ça que la personne comprenne en fait ce que la maladie lui fait et ce que les traitements, le lien aussi entre les traitements traditionnels, je l'écoute, je suis à son écoute, sa tradition, je ne peux pas l'enlever. Je suis dedans moi aussi parce que je suis mauresse de tradition, mais c'est comme une personne a dit, c'est juste pour apaiser l'esprit, mais parce que en fait, quand on suit tout près en fait avec la morphologie de traitement, par exemple, une personne diabétique, je leur explique qu'il y a du sang dans votre veine, du sang. Donc, quand le sang rentre dans votre veine, ça alourdit et ça abîme en fait les veines. Et il me parle de fourmillement des fois des membres, de lourdeur des jambes. Et quand je leur ai dit, on suit, vous amenez les médicaments, votre médicament avec moi, on prend ensemble, c'est pour le pousser un peu. Et au fur et à mesure, en fait, en une semaine, des fois, mais vraiment en 3 jours, elle voit que les traitements de l'hôpital est plus efficace que son traitement de la maison. Moi, je vous dis, depuis le 1er juillet que je suis installée à Dzumogné, j'ai suivi plusieurs, je ne peux pas compter, plusieurs des gens, mais surtout, j'ai pu contrôler le diabète de 5 personnes. J'ai trouvé 5 personnes qui étaient en trithérapie, étaient sous traitement 3 ou 4. Et quand je leur suivi, et là, 5 personnes là, au jour d'aujourd'hui, ils ne passent plus ils comprennent en fait les démarches, les suivis, et ils viennent juste à l'hôpital pour contrôler, juste contrôler. Après, c'est tout. Donc, la dernière question, après on laisse. Je vous remercie, c'était très intéressant. Du coup, vous avez ciblé le manque de connaissances des patients et je voudrais savoir, est-ce que vous avez identifié justement les différentes sources de connaissances qu'ils ont sur la maladie, au-delà de l'expérience? Parce que, en fait, comment je l'ai su? Une personne qui ne prend pas les traitements, je leur demande
pourquoi vous voulez pas prendre le traitement? Des fois, ils me disent le gros blanc. Ils me identifient les traitements en monstre, je pense, je ne sais pas, mais ils n'aiment pas. Ils ne prennent pas leur traitement parce qu'ils n'aiment pas, en fait, le comprimé, ou ils n'aiment pas se faire piquer. Et je leur explique, en fait, les effets du traitement. Et c'est là que je comprends qu'ils ne comprennent pas. Ou leur connaissance, ou des fois, juste, même des gens qui, comme moi, en fait, qui comprennent, qui étaient à l'école, même des patients, des collègues aussi, ils ne savent pas, en fait, la morphologie de voix. Je me demande, même moi, ma compétence en littératie peut-être pas plus haute que les patients. Pour les patients, c'est vrai. On ne comprend pas, même si on nous explique, mais si on n'apprend pas ou on nous explique pas d'une manière qu'on comprenne, adaptée à notre langue, on ne comprend pas. Et c'est pour ça, par rapport à mes questions, je leur écoute pourquoi ils ne veulent pas prendre les traitements, et ils ne veulent pas prendre les traitements parce qu'ils n'aiment pas les traitements. Ils ne veulent pas prendre les traitements tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas leur maladie. Donc, j'ai le temps d'expliquer leur maladie, leur traitement avec les effets indésirables. Après, j'adapte au fur et à mesure. Combien de temps? 1 semaine ou 2 semaines. Merci à vous.